Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous, de nous rejoindre pour cette interview. Ben, bonjour à vous. Puis Euh, merci donc, de ben, l'invitation. Avec plaisir, hein, tu fais partie de nos membres et puis ton bac est magnifique et on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Surtout que tu as une méthode de maintenance assez particulière, notamment au niveau des ajouts de tout ce qui va être phyto et zooplancton. Tout d'abord, je te laisse te présenter, savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis professeure agrégée de clinique. Je suis médecin de famille, donc je forme des médecins au Québec, des médecins de famille. Donc, je vois des D'accord. patients, mais je vois des gens, puis je fais de l'enseignement, des médecins en formation. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'aquariophilie? En fait, avant tout ça, j'ai fait beaucoup de camps en sciences naturelles, l'ornithologie, l'entomologie, la botanique, la biologie marine sur le bord du fleuve. C'est toutes des choses qui m'intéressaient. J'aime beaucoup le jardinage. Puis dans mes temps libres, je fais de la peinture naturaliste. Puis j'aime bien composer. Ce qui fait que tout ça, mis ensemble, l'observation du comportement animal, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours, en fait. Puis j'ai eu un aquarium jeune. Mes parents ont fait la gaffe de m'acheter un petit 5 gallons. Puis probablement que j'ai eu un poisson rouge aussi, mais ça, c'était pas assez. Il n'y avait pas d'interaction, fait que c'était pas intéressant. Mais quand j'ai pu voir des interactions avec des poissons, j'ai trouvé ça intéressant. Puis l'eau salée, c'est un endroit où est-ce que les poissons, je trouve, sont vraiment en interaction constante avec ce qui se passe dans le récif. Puis l'autre chose, c'est que mon côté artiste fait en sorte que, avec toute la diversité de couleurs qui existe, pour moi, un aquarium, c'est comme un tableau où est-ce qu'on peut composer. L'autre chose, c'est que, ben, quand on est devant justement ce microcosme-là, moi, ça me fait complètement décrocher de mon travail qui est quand même assez prenant là, dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que de rentrer, de voir l'aquarium, de voir les poissons, évidemment, qui s'énervent pour manger, là, mais une fois qu'ils ont mangé, ils reprennent leurs activités, puis de pouvoir les observer, ça m'a toujours fasciné. Donc, c'est pour ça que j'ai ce type d'aquarium à la maison, parce que j'ai un bassin à l'extérieur aussi, j'ai un aquarium Ok, d'eau douce, mais je veux ouais. dire, je reviens toujours à l'aquarium d'eau salée. Puis l'autre chose, comme je disais, j'aime le jardinage. Au Québec, jardiner, c'est plutôt limité dans l'année, ce qui fait que l'eau salée, ça permet de jardiner à l'année parce qu'il y a beaucoup du travail, je pense, de gestion de l'aquarium qui est du jardinage. En fait, j'ai eu mon premier aquarium d'eau salée. J'étais aux études en architecture parce que j'ai fait un bac avant ma médecine en architecture. Puis là, j'ai eu 4 poissons, donc 2 clowns, 2 demoiselles qui étaient pas du monde dans un tout petit volume avec un filtre Egon. C'était une catastrophe. Ça a évidemment pas duré. Mhm. Je suis retournée à l'eau douce. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu un aquarium de 145 gallons qui était un jaubert, qui était encastré dans le mur. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec cet aquarium-là, mais j'ai eu des défis aussi qui me permettaient pas de maintenir des SPS. Donc, je dirais que ça fait au moins presque une vingtaine d'années que Ok. je suis plus sérieusement dans l'eau salée, là. Disons avec des coraux Mhm. Ok. qu'on peut mettre. D'accord, ouais, donc ça fait quand même une belle expérience. Là, ton bac actuel, présente-nous-le un petit peu. Quelles étaient tes attentes quand tu l'as créé? Donc, j'imagine que tu voulais aller sur du SPS et des coraux un petit peu plus complexes. Quelle était ta Ben, vision quand tu l'as créé? En fait, j'étais abonnée à des sites où est-ce que je voyais passer des images de SPS fabuleux avec des couleurs fabuleuses. Puis je savais que quand même avoir un aquarium d'eau salée, il faut quand même être dédié. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Puis je vois beaucoup de gens rentrer dans ce hobby-là, puis pas, je pense, voir l'ampleur de ce que c'est maintenir, la responsabilité de maintenir ces animaux-là, parce que pour moi, c'est une responsabilité, là. Puis je m'étais dit, parce que bon, l'aquarium d'eau salée, le premier, il a fallu que je le ferme pour des raisons personnelles, mais après, je me suis dit, quand je vais en ravoir un, il faut vraiment que je vois si je suis dédiée, puis si j'ai le goût d'avoir cette responsabilité-là, ce qui fait que je me suis acheté un petit bac de 30 gallons au début, puis je l'ai maintenu Mhm. pendant à peu près un an, puis là, il était plein, plein, plein de SPS, puis ça débordait de partout. Puis là, je me disais, là, je pense que oui, j'ai vraiment la piqûre, j'ai le goût de retourner à ça. Ce qui fait que là, je me suis construit un projet où est-ce que j'ai vraiment planifié parce que l'aquarium, il est dans la salle à manger. Puis je voulais pas avoir toute la quincaillerie technique sous le bac parce que souvent, je trouve qu'il manque énormément d'espace pour tout ce qu'on a à gérer. Puis je voulais pas que ça soit... je voulais que la salle à manger soit agréable, que ça soit pas Mhm. genre une salle de machine avec un aquarium.
Ce qui fait que j'ai planifié le projet, puis je me suis trouvé une décante qui est quand même assez énorme, qui a à peu près le volume de l'aquarium et qui est pas pleine à cette capacité-là, mais où est-ce que là, je peux avoir tout mon matériel, puis où est-ce que... Parce qu'il faut dire qu'au Québec, l'hiver, c'est froid, mais l'été, c'est chaud. Puis pour moi, climatiser l'aquarium, c'était un enjeu aussi. Fait que j'ai fait ma décante au sous-sol, donc un étage plus bas. Où est-ce que je peux avoir tout mon matériel technique, puis où est-ce que je peux faire, pour dire quelque chose, une brassée de lavage en gérant en même temps les affaires plates de l'aquarium, parce que il y a quand même des tâches qui sont plates. En tout cas, nous autres, on dit ça au Québec, là, c'est des tâches ennuyeuses. Mhm. Oui, bien Je sûr, ne sais pas si bien j'ai sûr. répondu à la question, mais Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et là, il fait quel volume à peu près ton aquarium? en fait, le bac principal fait 127 gallons, mais je dirais qu'au total, j'ai à peu près 150 gallons d'eau. Quand on enlève le Ok. verre, toutes les composantes, parce que je voulais pouvoir calculer vraiment un volume quand je fais des ajouts. Parce que souvent, les gens Mhm. ils disent, ah ouais, j'ai un 200 gallons, mais tu sais, ça inclut l'épaisseur du verre, ça inclut la roche, ça inclut un paquet de trucs qui fait que Donc, finalement, il n'y a pas tant d'eau. je convertis rapidement 150 gallons bruts, ça fait à peu près 600 litres. Ah oui, pardon, C'est ça, 600 hein, je litres, crois. oui. Oui. Ok, ok, super. Alors du coup, cette partie technique qui est en sous-sol, elle fonctionne comment? Il y a toute la technique qui est au sous-sol ou tu en as quand même un petit peu sous l'aquarium? J'en ai un peu en dessous de l'aquarium parce que je voulais faire des ajouts de certains éléments comme j'ajoute du Red Sea AB+, qu'on peut garder, je pense, une fois ouvert une semaine non réfrigéré, mais je voulais partir en vacances puis je voulais pas avoir à me casser la tête pour dire à mon garçon ah, il faut que tu ajoutes tant de millilitres de tel truc à telle heure. Fait que j'ai automatisé certaines choses qui sont sous l'aquarium, mais la majorité des choses qui sont automatisées sont quand même dans le sous-sol. La partie technique, elle fonctionne comment si on va dans l'ordre depuis la descente d'eau? En fait, j'ai la descente, effectivement. Là, j'ai mes capteurs, mes sondes, on va dire, parce que j'ai un Apex, un Trident, qui me Mhm. donne des données ben, 4 fois par jour, on va dire, là, pour l'alcalinité, entre autres, puis calcium, magnésium 2 fois par jour. Donc, j'ai ces sondes-là avec une sonde aussi pour l'ORP, là, le potentiel d'oxydoréduction, la température. Ensuite, j'ai une section où est-ce que j'ai un écumeur, où Mhm. est-ce qu'il y a aussi de la Cheeto en bonne quantité, où est-ce que j'en enlève régulièrement. Là, je fais des ajouts de fer aussi parce que je me suis rendu compte pendant un certain temps que ma Cheeto poussait pas parce qu'il n'y avait pas assez de fer. C'était consommé au fur et à mesure par tout ce que j'avais dans le coin. Fait que j'ai un ajout en plus de supplément de fer, en plus de mon baling fauna marin qui arrive ensuite dans mon refuge parce que là, j'ai de la pierre vivante. Puis j'ai l'endroit où est-ce que quand je fais des frags, je laisse ça là aussi parce que, évidemment, comme ça pousse, je dois en vendre ou en tout cas Mhm. trouver des amis Bien pour sûr. pouvoir partager et échanger. Ensuite, j'ai un autre compartiment où est-ce que là, j'ai mon système d'eau osmosée qui arrive avec une valve, là, avec un flotteur pour vraiment compenser l'évaporation au fur et à mesure. Puis dans le dernier compartiment, j'ai ma pompe avec mon retour, où est-ce que là, j'ai aussi l'ajout de phytoplancton, pas en continu, mais disons 24 fois par jour, il y a des échanges d'eau entre l'aquarium et un système qui est séparé avec du phytoplancton qui est éclairé, aéré 24 heures sur 24. Puis au Ok. travers de ça, j'ai 2 réacteurs où est-ce que j'aurais pu mettre du charbon, mais j'ai choisi de mettre du ROAFOS pour les phosphates. Puis je change le média en alternance aux 2 semaines là, pour garder un Ok. niveau de phosphate qui est acceptable. Puis tout ça, ça remonte dans l'aquarium. Puis j'ai parallèlement à ça un système où est-ce que j'ai toujours un 200 litres d'eau salée qui est prête. Quand je veux faire mes changements d'eau, c'est connecté directement avec des pompes, ce qui fait que j'ouvre des valves. Si je siphonne des débris, que je décide que j'enlève, je sais pas moi, 20 litres, ben j'enlève mes 20 litres, puis après j'ouvre une valve, puis mon eau se remplace automatiquement. Puis je me suis organisée pour qu'elle soit brassée et chauffée à la même température, ce qui fait que j'ai seulement qu'à vérifier la densité de la salinité de l'eau avant de faire mon transfert pour être sûr que je fais pas de gaffe. Mhm. Mais Bien sûr. sinon, je voulais pas avoir à transporter de chaudière. C'est sûr que quand j'enlève des débris, oui, je me transporte des chaudières, mais ça garde la forme. Ok. Ce qui fait que Ok. le gros de ce qui est salissant est dans le sous-sol. Et donc au niveau des ajouts, donc tu me disais que tu utilises Faunamara.
Oui, je suis avec Baling Light, le fauna marin, puis j'essaie de Ok. trouver les bons dosages d'ajout des éléments là, dans le calcium puis l'alcalinité. C'est sûr que j'envoie des ICP tests une fois de temps en temps, mais il faut dire qu'au Québec, avoir des résultats, je pense qu'en Europe, vous êtes plus gâtés que nous, dans le sens qu'il faut que j'envoie ça à Montréal, ça s'en va en Allemagne, puis je finis par avoir des résultats, mais souvent, j'ai envoyé un test il y a 3 semaines, puis je l'attends encore. Ce qui Mhm. fait que j'ajuste en fonction de ça, mais j'ajoute aussi là, les composantes color de fauna marin, puis des ajouts comme Coral Vitalité, organique, mine S, amine. Puis je triche aussi en ajoutant, comme je disais, chaque soir, du Red Sea AB+. Ok. Euh, Probablement que beaucoup de gens trouveraient que je nourris beaucoup, mais j'ai quand même une grosse population de coraux. En tout cas, je pense, là, parce que Oui, ça se euh, danse, ça. j'ai des LPS, des SPS, des mous, des trucs qui mangent du phyto. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai installé un système pour le phyto. Là, je suis tombée en amour avec des dendronephtya ou en tout cas des nephtia qui sont non photosynthétiques. Puis je me disais, si je veux essayer de conserver ce genre d'animaux-là, il faut que je m'installe un système comme ça. C'est pas une réussite totale, là. J'ai encore des croûtes à manger, comme on dit, mais Et je pense comment, que c'est bien pour l'aquarium. comment ce système de phyto fonctionne pour pouvoir être en série sur ta partie technique? En fait, je dirais que c'est un peu à la bonne franquette et à l'aveugle, dans le sens que j'ai ma bouteille qui est une bouteille, je pense que vous devez avoir ça aussi en Europe, là, qui est comme une cruche où est-ce qu'on achète de l'eau osmosée à Mhm. l'épicerie, là. Puis je l'ai modifié dans le sens que je l'ai installé en surplomb avec des pompes doseuses. J'ajoute du phytoplancton là, de culture que j'achète dans le commerce. Ici, au Québec, on a une compagnie qui fabrique des mélanges de phytoplancton. Puis il y a aussi ceux qu'on retrouve en magasin là, de Red Sea ou d'autres marques. Là. Je ne veux pas faire de publicité pour des produits, mais Mhm. je pense qu'il y a plein de marques qui sont valables. Puis j'en ajoute de temps en temps. J'ajoute aussi du fer de Red Sea au mélange parce que quand c'est éclairé 24 heures sur 24, je pense que les algues, à un moment donné, finissent par consommer. Puis j'y vais à l'aveugle en me disant, ben, je regarde la couleur de ce qui est dans la bouteille, puis quand ça devient un peu pâle, je fais des ajouts et de fer et de phytoplancton, ce qui fait que j'en rajoute, je dirais, aux 2, 3 semaines, peut-être une petite quantité dans ma bouteille. Puis ma bouteille, elle, il y a un montant, il y a de l'eau qui est prélevée de la bouteille qui est envoyée dans l'aquarium 24 fois par jour. Puis 24 Ok. fois par jour, 10 minutes plus tard, c'est remplacé par de l'eau de l'aquarium. Donc, c'est toujours alimenté par l'eau de l'aquarium. J'ai pas d'engrais particulier. C'est comme les Donc en fait, nitrates. c'est une pompe doseuse qui extrait à la fois le phyto et aussi qui réalimente la bouteille de phyto avec l'eau de mer de l'aquarium. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme si Ok. c'est une pompe doseuse qui est programmée pour avoir un décalage, je pense, de 10 minutes entre les deux, parce que c'est fait dans le fond pour ajouter le calcium, le magnésium, l'alcalinité, puis qu'il n'y ait pas d'interférence, ce qui fait que je l'ai programmé pour que, mettons, elle retire, je sais pas moi, 50 millilitres d'eau du bidon, puis 10 minutes plus tard, elle remonte 50 millilitres d'eau de l'aquarium. Puis le phyto arrive dans l'endroit où est-ce que la pompe de remontée est située, donc ça remonte Ça directement dans part direct. Et l'aquarium. tu fais la même chose avec les copépodes? En fait, les copépodes, il y a un temps, je les ajoutais dans le refuge directement. Mais je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas une bouteille de copépode directement dans ma bouteille de phyto? Ah, tu mélanges avec le phyto les copépodes? Tout le monde est ensemble, c'est Ok. la joie. Ils s'amusent ensemble. Puis j'ai même ajouté quelques escargots, je pourrais pas dire le modèle, là, mais des tout petits trucs qui se reproduisent dans l'aquarium pour garder les parois de ce contenant-là propre, parce qu'il y a quand même des algues qui poussent. Mais oui, oui, tout le monde est. Les copépodes vivent là-dedans. Puis de temps en temps, parce que vous allez voir des images, probablement si c'est pas déjà fait, mais j'ouvre une valve, puis j'envoie plus d'eau pour faire une vidange. Puis oui, il y a beaucoup plus de plancton à ce moment-là qui est ajouté. Puis je remets de l'eau de l'aquarium tout simplement. Mais oui, les copépodes sont là-dedans. Puis je vous Ok. dirais, dans l'aquarium, présentement, j'ai un couple de mandarins ils sont gras comme des voleurs. Ils s'intéressent pas du tout à la nourriture que je leur donne. Puis ils mangent constamment, ils se reproduisent. Je les vois pondre à tous les soirs dans l'aquarium. Donc,
Ok. Ouais, c'est qu'ils sont en pleine santé. Ben, en tout Ok. cas, ils trouvent de quoi se nourrir, ça, c'est certain. Est-ce que tu as noté des bénéfices liés aux ajouts de plancton et de phytoplancton? Mon esprit scientifique me dit de dire, je pourrais pas savoir quelle est la part du phytoplancton parce qu'il faudrait que je dise j'arrête le phyto pendant un mois puis je constate est-ce qu'il y a des effets collatéraux. Mais en même temps, ça me tente pas d'arrêter parce que oui, j'ai l'impression que l'aquarium est plutôt en santé grâce à ça. En tout cas, j'ai une bonne pousse de coraux. La coloration, c'est sûr que il y a toujours des coraux qu'on se dit ah pourquoi lui il se colore pas. Puis j'attends un ICP test pour justement voir est-ce qu'il y a des éléments de trace qui manquent. Mais je dirais à l'extinction des lumières, quand je regarde les polypes qui sont ouverts, je me dis ouais, tout le monde a l'air relativement heureux de recevoir ce phyto-là, en fait que j'ai décidé de donner 24 heures sur 24, mais qui pourrait être ciblé la nuit là, aussi quand les polypes sont plus ouverts. Sauf que Mhm. j'avais pas le goût de me casser la tête avec la pompe, là. Ouais, bien sûr. Mais oui, j'ai l'impression que quand je vois les poissons puis leur état de santé, je dirais, parce qu'ils sont tous bien gras. J'ai des antias. Là, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai maintenu longtemps, puis tout le monde était heureux. J'ai Mhm. un petit labre déparasiteur que je viens d'installer il y a peut-être 10 jours, puis je le vois manger des copépodes, là, il se promène partout, puis il chasse. Au niveau de ta routine d'entretien, en fait, tu fais quasiment rien si ce n'est juste pas réensemencer, mais rajouter un petit peu des souches de phyto et de copépodes dans ton bidon, en fait. En fait, oui, c'est sûr qu'il y a les entretiens, là, changer le ROA aux 2 semaines, changer les cartouches de l'osmoseur, ça dépend de la qualité de l'eau qu'on a. J'ai aussi je sais pas comment vous appelez ça, ce qui retire le gaz carbonique à l'entrée Un de skill base? l'écumeur. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, voilà. ouais. J'ai une prise extérieure directement de la maison, mais j'habite sur un boulevard qui est quand même passant. L'hiver, des fois, je me dis, ah, il fait moins 30 dehors, peut-être que l'air est un petit peu frais, mais ça semble pas être un problème. Mhm. Fait que je fais ce genre d'entretien-là, puis il y a quelques produits que j'ajoute à la main à chaque jour, là, comme je peux nourrir avec du Reef-Roid aussi le soir à l'extinction. Bon, je nourris les poissons, j'ajoute certains produits de fauna marin comme je disais, comme le Mine S ou le Coral Vitalité, des choses comme ça. Mais c'est pas mal ce que je fais. Puis c'est sûr qu'il y a des ajouts de bactéries aussi, là, Bactobase, puis ces trucs-là que j'ajoute aussi une fois de temps en temps. Mais ça, j'ai pas un calendrier très précis qui me Mhm. rappelle à l'ordre, mais j'essaie une fois de temps en temps, quand je fais mon entretien, de dire bon, je vais faire telle chose. Mais dans les choses que je dirais que je garde le plus en tête sérieusement, c'est plus les résines pour le phosphate parce que je nourris énormément. Je rince pas la nourriture congelée que je mets. Euh, Ce qui fait que j'ai quand même un taux de phosphate puis de nitrate, mais que je dose pas, que je vérifie pas nécessairement très souvent non plus, là, parce que tout le monde a l'air relativement heureux aussi. Ok, J'essaie de garder ok, mon rapport entre les phosphates et les nitrates, puis c'est pas mal ce qui me guide là, dans mes changements de résine. ok. Est-ce qu'il y a des améliorations que tu aimerais apporter à ton bac? Ah, il y a toujours des améliorations qu'on peut faire. Là, j'avoue que je me suis trouvée, parce que j'ai des radions comme éclairage, puis pour uniformiser un peu plus, je me suis trouvé une radion de plus que je vais installer, puis je vais en installer une aussi sur mon refuge où est-ce que présentement j'ai une Razer, puis quand je transfère des coraux là parce qu'ils sont fragués, ben le transfert de lumière, ils apprécient pas nécessairement, ce qui Mhm. fait que j'ai trouvé une radion usagée que je vais pouvoir installer, puis qui va minimiser, disons, leur traumatisme de Bien quitter sûr. le bac principal, là. Ok. C'est un bac, il a quel âge maintenant, ce bac? En fait, ben, comme je disais, j'avais acheté une 30 gallons quelques mois avant, mais depuis novembre 2018 qu'il est en fonction. Donc, il va avoir 3 ans Ok, dans quelques semaines. ok, bah écoute. En tout cas, c'est une vraie réussite. Il est vraiment beau. Ça fait plusieurs mois qu'on regarde les photos et qu'on louche dessus. Aujourd'hui, on va pouvoir le voir en vidéo. Et ça fait vraiment plaisir de voir comment tu t'en occupes et puis aussi de voir que derrière, bah, il y a une action
humaine, qui n'est pas forcément robotisée, et de faire ça un petit peu aussi au jugé, c'est quand même agréable, plutôt que de tout le temps être dans les tests et rajouter les éléments de façon très scientifique. Donc, c'est quand même assez agréable à voir. Euh, pour conclure, je vais te poser les deux questions qu'on pose régulièrement. Comment tu vois l'avenir de l'aquariophilie récifale? Qu'est-ce que tu attends dans son futur? L'avenir, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on entend au niveau de l'environnement, je me dis, ben, l'avenir, j'essaie de l'entrevoir. Quand je disais que ça pousse, je vends à des gens qui sont dans mon entourage, je me dis, si on peut essayer d'importer de moins en moins pour le moins altérer possible, en même temps, je sais que ça fait vivre des gens puis qu'il y a une façon éthique puis correcte de le faire. C'est sûr que je voyais la personne que vous avez interviewée sur l'élevage des poissons, je me dis, c'est sûr que quand j'achète un poisson, je me dis, la plus grande des chances, c'est qu'il a été prélevé dans la nature. C'est sûr que s'il y avait plus d'élevage, je pense que, comme pour les coraux, si c'est plus accessible, ça va être tant mieux, ça va être une bonne chose. Puis je me dis que si on peut devenir, ben c'est peut-être un fantasme, mais je me dis, ce qu'on a dans nos aquariums, si ça peut aider plus tard à maintenir des souches puis dire OK, on a besoin de telle chose à telle place, ben moi je lève la main, j'ai un spécimen puis ça va me faire plaisir de, tu sais, si ça Bien peut sûr. aider à faire partir d'une banque là, commune de Ouais. Je ne sais pas si c'est biodiversité. une utopie ou si c'est réalisable. J'en discutais. On va bientôt interviewer quelqu'un qui est justement dans la restauration de récifs. Et j'en discutais avec lui et il me disait que c'était très difficile de réintroduire des coraux captifs dans la nature, mais malgré tout, c'est pas impensable. Et même s'il y a un taux d'échec, ça leur permettra malgré tout d'étudier ça et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, oui, d'avoir des coraux captifs, ça peut être une bonne chose et une banque de données peut être très intéressante. Et au-delà de ça, est-ce que toi, tu as des projets, des futurs projets Futur projet, en général, en général ou aquariophiles? euh, ben, c'est sûr que, comme je disais, mon côté artiste, là, je peins dans mes temps libres qui sont plutôt restreints, mais c'est sûr que l'aquarium, il y a bon, il faut être un petit peu obsessionnel probablement pour avoir des SPS, mais, mais c'est sûr que pour moi, c'est comme je disais, c'est comme de concevoir un tableau vivant. Fait que c'est sûr que j'ai des objectifs que j'essaie de m'atteindre, puis c'est un tableau vivant qui change toujours. C'est ce qui est de fascinant aussi, puis qui fait qu'on Mhm. s'ennuie pas. Ce qui fait que là, j'essaie d'améliorer les choses qui sont pas encore, mais en fait, qui sont perfectibles selon moi, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Euh, Sinon, ben, c'est sûr que c'est d'observer, juste d'observer ce microcosme-là, moi, ça me fascine. Je peux passer des heures devant l'aquarium à observer des comportements entre les poissons, entre les coraux, voir les éponges, comment ça se développe, les guerres entre les coraux. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment un monde qui est fascinant. Puis si ça peut faire en sorte qu'il y a plus de gens qui observent la nature autour d'eux, puis ce genre de trucs-là. Moi, c'est sûr que quand il y a des gens qui viennent chez moi puis qui connaissent pas ça, ils sont toujours fascinés parce que, je veux dire, c'est comme faire de la plongée sous-marine sans faire de la plongée sous-marine. Moi, j'ai le mal des Mhm. transports. L'apnée, c'est pas pour moi, là. En tout cas, ce qui fait que là, de pouvoir observer ça, c'est sûr que c'est Ouais, un c'est luxe fabuleux. qui me demande énormément de, comme je disais, c'est une responsabilité. Puis ça, c'est quelque chose qui m'attriste un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce loisir, ben, loisir-là, si on peut, cette passion-là, disons. Mhm. Puis je pense que c'est important de bien s'informer avant de se lancer. Parce que oui, on peut faire des plus petits projets, puis c'est très réalisable, mais ça demande d'être dédié quand même Oui, il faut se rendre à compte ce de ce que ça loisir-là. implique, hein. Oui, ouais, ouais, ça Oui. implique beaucoup, beaucoup de temps. Oui, oui, bah souvent, beaucoup de gens ne sont pas informés, mais c'est dur de s'informer quand on ne sait pas qu'il y a beaucoup, beaucoup derrière de responsabilités. On ne peut pas Oui, puis s'imaginer. généralement, quand l'aquarium est bien, c'est comme un peu quand on regarde un pianiste jouer, quand ça a l'air facile, c'est généralement qu'il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça, là. Évidemment, évidemment. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'était très agréable de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Euh,
Merci C'est un pour ton plaisir pour temps. moi de même et un privilège. Merci de l'invitation. Et puis, bah, de toute façon, on continue de se voir sur le groupe. Je vous dis au revoir à tous et puis à très bientôt. Merci.